Bonjour Twitch, bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de Time Out. Aujourd'hui je suis en compagnie de Julien Dutel et de Maxime Chatham. Et d'ailleurs j'ai réalisé qu'en fait depuis le début de l'émission je mets les pseudos Twitter. Sauf que du coup, voilà, il faut deviner. Alors, Maxime, il y a le prénom et le nom de famille qui sont inversés, et Julien, du coup, c'est juste J, donc on ne sait pas tout à fait si quelqu'un arrive pendant l'émission. Ah. Le mystère, c'est ça. Bonjour, je vois que vous êtes plein, et du coup, oui, c'est normal. Si vous êtes en train de nous écouter sur Twitch, il y a toujours le petit laps de temps avant qu'on démarre le record où on entend les voix, c'est l'espèce de petit backstage que vous n'avez pas si vous êtes en train de regarder cette émission sur YouTube, donc n'hésitez pas à nous rejoindre en direct. Du coup, Time Out, qu'est-ce que c'est ? C'est une émission qui vient toutes les semaines avec à chaque fois 2 invités différents du milieu, du stream, du jeu vidéo, de la presse, du divertissement d'une manière plus générale. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on a 2 auteurs. Quand j'ai écrit le tweet d'annonce, je me suis dit « Oh mais dis donc !» Ils sont un peu finalement dans des univers très différents, mais ils ont quand même un gros point commun. Et je vais vous laisser vous présenter. Est-ce que tu veux commencer, Julien ? Qui es-tu ? Qui je suis ? Eh bien, je suis alors, je suis auteur, entre autres. Je suis comédien à la base, en fait. Je suis comédien, je suis metteur en scène, je fais un peu de réal, et cetera. J'ai fait pas mal de direction de plateau aussi, en doublage, et en son. Beaucoup de voix, des choses comme ça. Et puis effectivement, je suis aussi auteur, et maintenant auteur en JDR, et peut-être dans d'autres choses et dans d'autres domaines. Bientôt, je sais pas encore. On va voir. Je sais pas quand je pourrai l'annoncer. mais ça La va arriver. hype ? Voilà. Tu nous teases tout déjà. Grave. C'est mon taf de teaser. J'ai appris à teaser à mort. Nice. Et ben Maxime, à toi. Eh bien, je m'appelle Maxime Chatham, je suis romancier. Mon quotidien consiste à taper sur un clavier qui est devant moi et à essayer de trouver des trucs intéressants à taper dessus et ensuite à vous faire lire pour ceux que ça intéresse. Voilà, j'ai commis quelques bouquins, essentiellement des thrillers et quelques bouquins dans d'autres domaines, dont une série qui est quasiment de la fantasy. Euh, Voilà, autant je ne conseillerais pas tous mes livres à un public jeune, loin de là, mais la série Autre Monde, c'est possible. Donc voilà, je me suis amusé dans des genres différents et, euh, et c'est ce que j'essaye de maintenir, c'est le plaisir d'un livre à l'autre. Et du coup, en fait, j'ai fait une espèce de présentation de l'émission. J'ai oublié de dire le concept de l'émission, c'est-à-dire que je vais vous poser des questions. L'idée, c'est de poser des questions. Voilà, le sous-titre, c'est Time Out, les questions qu'on ne pose jamais. Donc, ce sera des questions un petit peu, voilà, que vous n'avez pas forcément l'habitude, qui permettent d'aborder pas mal de thématiques, en sachant que l'idée, c'est de vraiment pas vous mettre mal à l'aise. Au contraire, c'est vraiment de vous proposer des sujets de discussion. Du coup, si à un moment il y a une question, vous vous dites ouais, en fait non, ça me met pas à l'aise. En plus, comme je donne pas les questions à l'avance, il y a peut-être une question à un moment qui va vous allez vous dire oh là là, non, ça je me sens pas. Il y a aucun problème. Vous pouvez tout simplement ne pas répondre à la question, ou vous pouvez aussi vous l'approprier. Donc si jamais ça vous fait penser à une anecdote, que c'est pas directement la réponse à la question, il y a aucun problème pour raconter une anecdote. Même si c'est pas directement la question que j'ai posée. Voilà, n'hésitez pas. Eh bien, ma première question, c'est qui le ou la prof qui vous a marqué de façon indélébile ? C'est une très bonne question. Je crois que j'ai personne qui m'a marqué de façon indélébile dans les professeurs que j'ai eus. Mais parce Par contre, que... Ça peut l'inverse, être en c'est pas mauvais ou vrai. en bien. certainement. Non, mais c'est surtout parce que je fais partie de ce qu'on appelle les hauts potentiels indétectés. Donc voilà, on m'a pas fait faire de test de QI quand j'étais gamin, j'étais haut potentiel, clairement, et potentiel intellectuel et émotionnel. Et en fait, j'ai survolé toute ma scolarité jusqu'à la fac. Mais quand je dis survoler, c'est survoler. C'est-à-dire que j'écoutais en cours et je n'avais pas besoin de faire mes devoirs. Voilà. Et je n'ai pas travaillé. Pour l'exemple, mon bac, je n'ai rien travaillé. J'ai ouvert un livre 2 heures. C'était un livre de géographie. J'ai relu le Brésil. Le Brésil n'est pas tombé au bac. Et j'ai eu mon bac. J'ai eu mon bac du premier coup sans rattrapage. Voilà. Ce qui C'est a beau. fait hurler certaines copines qui avaient passé des mois et des mois à réviser et à travailler et qui étaient au rattrapage. Mais
J'ai survolé et pour moi, c'était, en fait, l'école, pour moi, ça a toujours été un calvaire là-dessus parce que j'étais pas, je comprenais vite, je comprenais tout, j'avais pas besoin de réviser. Donc du coup, bah, j'ai pris l'habitude de m'intéresser à ce qui m'intéressait. Parce que la fac a été un calvaire par contre aussi à cause de ça. C'est-à-dire que j'avais pris l'habitude de m'intéresser à ce qui m'intéressait, puis à survoler les choses et à la fac, par contre, il faut bosser. Donc là, je me suis ramassé, clairement. Mais et donc du coup, ouais, j'ai pas de prof qui m'ait marqué. C'est mon conseiller, c'est mon conseiller d'éducation qui m'a marqué, en fait, au lycée, quand j'y Ah pense. ouais? Ouais. Pourquoi, du coup? Bah, c'est lui À qui cause gérait des tous les coups qu'il lui clubs. a mis. Heu, c'est ça. Non, il gérait tous les clubs, en fait et du coup, moi, j'étais, à la tête du club, jeux de rôle de mon lycée et c'est tombé en plein pendant la période Mireille Dumas où Ah vache. le ministère de l'Éducation nationale avait fait passer une circulaire disant aux proviseurs que ce serait bien de fermer les clubs de jeux de rôle parce que c'est des gens qui vont se suicider, des jeunes qui vont, tu vois? Enfin bon, bref. Mais non. Ça aurait déjà pu être Jean-Michel Blanquer avant l'heure, quoi. Mmh. Mais et lui, en fait, il a tenu tête au proviseur et il a dit: «Non, mais on va les laisser faire, en fait. Ils font rien de mal, ils ont une salle, ils jouent, enfin ça va, les gars, tout va bien». Et c'est un romancier d'ailleurs, François Joly aussi. Je sais pas s'il est encore en vie. C'est un romancier qui écrivait ou qui écrit des polars et qui organise un festival qui s'appelle Sang d'encre à Vienne, qui est un gros festival de polars, de la région. Voilà. Stylé. Ça marche. Fanny, il faut que tu mettes un disclaimer avant la prise de parole de Julien pour dire attention, si vous passez le bac cette année, n'écoutez pas ce qui va suivre. C'est Ou le Sauf alors je si ne suis vous pas responsable du avez 600 résultat. de QI. c'est ça. Moi, Ça c'est marche. une prof ma prof de seconde de français et ça a commencé avec elle parce que j'étais pas un bon élève à l'école. Je détestais l'école, je détestais ça au collège et que j'aurais pas dû aller au lycée. En fait, je bossais pas, je faisais rien, j'étais souvent pas en cours et hem et c'est juste que mes parents, quand ils ont été convoqués par au collège, heu, on leur a dit: «Mais votre fils, là, il fait rien, il peut pas aller au lycée, ça va pas le faire» et mais en même temps, on sait pas vers quoi on peut l'envoyer parce qu'il y a rien qui semble l'intéresser ailleurs. Il est tout le temps dans sa tête, dans ses bouquins, dans ses trucs, c'est un rêveur, mais et mes parents ont fait des pieds et des mains pour m'envoyer au lycée en me disant que, de toute façon, je serais certainement pas capable de faire quelque chose de mes 10 doigts. C'était pas méchant parce que c'était vrai, hein, j'étais vraiment pas voilà. Un jour, j'ai démonté ma mob, j'ai mis 6 jours, je crois, à essayer de la remonter et j'ai galéré. Juste un moteur de mob, quoi. C'était pas très compliqué. C'est dire le niveau. Donc j'ai quand même été en seconde, mais presque forcé et contraint et là, en cours de français, ma prof, un jour, m'a gaulé en train d'écrire et elle a vu que j'étais pas en train de prendre des notes du cours. Elle a pris mon cahier et elle a vu que dedans, en fait, j'avais jamais pris, c'était genre on était je sais pas, en novembre, un truc comme ça, je sais plus, enfin, ça faisait quelques mois, quoi et j'avais pas une note de français de tout le cahier. J'avais des tonnes d'histoires. Je racontais des histoires, des nouvelles, des machins, des textes de chansons, de poésie, des trucs de jeux de rôle, enfin tout ce que je pouvais. Et là, elle m'a pris mon sac, elle a pris elle a vu que c'était pareil pour toutes les matières. J'avais jamais pris une note de cours et hem et elle m'a tout gaulé et en fin de semaine, elle m'a rendu le truc et elle m'a dit de venir la voir à la fin du cours. Elle m'a dit: «Voilà, je t'explique. Tout ce que tu as écrit là, c'est écrit dans un français pathétique. Tu as un niveau de français qui est catastrophique, donc c'est une horreur en fait, tu fais des fautes d'orthographe à tous les mots, il y a des répétitions idiotes, En revanche, tu as vraiment des idées et tu as le sens de la narration. Donc ça, je peux pas te l'apprendre. Par contre, prendre ça correctement en langue et enrichir ton vocabulaire, ça, je peux t'aider à le faire. Et donc, si tu es prêt, moi, je te tends la main. Mais par contre, tu vas pas rigoler du tout de l'année parce que je vais te faire travailler comme on t'a jamais fait travailler. Et je sais pas pourquoi, mais ça m'avait parlé. Je me dis, bah tiens, on me tend la main, on veut s'occuper de moi dans un truc qui me plaît. Donc, j'ai accepté. J'ai eu envie de la tuer, je pense 500 000 fois pendant le cours de l'année. Mais grâce à elle, j'avais un niveau de français catastrophique. Je pense que j'avais jamais fait une dictée au collège sans avoir une meilleure note que 0 parce que je m'en foutais, j'écoutais pas, je travaillais pas, et ça m'intéressait pas donc enfin, j'écrivais mal, quoi
Et elle m'a sauvé parce que grâce à elle, j'ai appris le français, j'ai appris le vocabulaire, je me suis mis à lire autre chose que ce qui me plaisait, mais à m'intéresser aux classiques de la littérature pour des bonnes raisons, à décortiquer les textes, et cetera. Et en première, j'ai eu une autre prof, qui a pris la suite et elle aussi a continué et ça a changé ma vie, hein, j'étais un élève catastrophique en français quand je suis arrivé en seconde et j'ai eu 19 au bac de français. Donc c'est juste Pas parce que je me mal. suis donné non mais en fait, moi, j'y suis pour rien. C'est elles qui m'ont donné ça. Elles ont une méthode, elles ont su me parler comme il fallait, faire le boulot. Elles m'ont sauvé, quoi. Moi, j'étais un gamin et j'allais dans le mur, hein et heu et franchement, c'est à elles que je le dois. Donc quand on parle parfois, de ce prof qui a sauvé ou transformé ma vie, bah, moi, j'en ai, ouais. Moi, c'est vrai et c'était ma fierté quand plus tard j'ai été libraire, que je l'ai recroisé, et je lui dis: «Vous avez vu, grâce à vous, j'ai réussi, je suis entouré de mots et de livres toute la journée» et j'ai senti qu'elle était contente pour moi, elle était fière. Elle m'a dit: «Mais tu continues d'écrire?» Je dis: «Oui, mais ça, c'est une autre partie de ma vie et ça, je vous en parle pas aujourd'hui. J'espère que je vous en parlerai un autre jour. Pour l'instant, laissez-moi travailler sur ça» et quand j'ai été publié, j'ai été, tellement fier et heureux de pouvoir aller dans le lycée où elle était encore enseignante juste avant qu'elle prenne sa retraite, pour aller parler avec ses élèves et leur raconter mon histoire, cette histoire et je sentais qu'elle était un peu gênée et en même temps, je pense qu'elle était fière et voilà, ils se sont mis à l'applaudir et c'était un moment un peu dingue. Wouah, Voilà, c'est donc trop beau. ouais, s'il y a des profs qui nous regardent, vous voyez, vous pouvez ce que vous faites est fondamental pour la vie des gens. Merci. Tu vas me faire C'est pas un pleurer. métier facile. Ah C'est mais trop attends, parce que, chouette. quand ils tombent sur des élèves comme Julien ou moi, je pense Mmh. que des filles doivent se dire: «Ah ça va être dur, l'année va être dure». Non, mais c'est un Ma challenge. prof d'anglais me détestait. Ma prof d'anglais me détestait. C'était, ma prof d'anglais de lycée. C'est-à-dire qu'au collège, j'étais pathétique en anglais au collège, et on a fait un voyage à Londres et puis après j'ai passé un mois complet, au Pays de Galles, dans une famille et tout et je suis revenu et je parlais plutôt très bien anglais. Parce que, bah, quand tu es au contact, et que voilà et puis que tu t'y intéresses et que tu pas le choix aussi parce qu'ils parlaient pas français, la famille dans laquelle j'étais, donc il fallait bien que je parle et je suis arrivé au lycée et en fait, je parlais mieux anglais que ma prof d'anglais. En termes d'accent, en termes d'accent, de Ouh. là, il Aïe, y a des aïe, moments aïe. et c'était terrible parce qu'il y a des moments où je me disais: «Mais ça se prononce pas comme ça» et elle m'a détesté et même chose, ça fait partie des profs qui me détestent parce que enfin qui m'ont détesté. Je sais pas si elle m'a détesté, mais c'est que je désespérais parce que je bossais pas et en même temps, je me tapais des 16 ou 17 parce que, bah, voilà, quoi. Insupportable. Ah mais, là-dessus, j'étais insupportable et en plus, comme j'en avais rien à faire, tu vois? J'en avais Hmm. strictement rien à faire donc l'image que ça renvoyait ou quoi, je m'en Ouais, bah ouais. fichais mais complètement, Ça devait être horrible pour les profs. complètement. Tu sais, Hmm. adolescent, enfin ouais, jeune adolescent, je m'étais juré que jamais j'irais au Pays de Galles. Parce que j'ai un pote qui était parti au Pays de Galles, qui a chopé la gale. Oh putain. What? Ce qui normalement n'a aucun lien, mais moi je m'étais dit: «Ce qui va dans ce pays Ça a fait du pourri». sens quoi, tout à coup. Oui et donc voilà, j'ai pas voulu Le truc foutre les pieds là-bas pendant improbable. très longtemps. C'est pour ça qu'on appelle ça le Pays de Galles. Bah, moi je l'ai cru pendant Tout quelques années, ouais. s'explique. Purée. Ma question suivante, on va rester un peu dans l'enfance. Qu'est-ce qui vous terrorisait quand vous étiez enfant et qu'est-ce qui vous fait peur aujourd'hui? Moi, dans mon enfance, j'habitais dans une vieille baraque. C'est une baraque qui date de la Révolution française. Pour dire vieille, tu vois, vieux corps de ferme, rénové et tout. Et ma chambre était à l'étage, c'était la seule chambre de l'étage. Tout le reste des pièces était au rez-de-chaussée et il y avait une chambre au-dessus. Et en fait, ça craquait tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que vieille maison, vieux Je dirais plancher, le début d'un film d'horreur. vieille poutre, exactement. Et et en plus, c'était, ce qui donne c'est toujours la maison de ma mère actuellement, ce qui donne sur sur la chambre au-dessus, de ce qui était ma chambre précédemment, c'est un vieil escalier de meunier, donc Hmm. extrêmement raide, qui lui-même craque, tu vois? Et toutes les nuits, j'entendais les trucs et j'avais l'impression d'entendre des pas au-dessus de ma chambre et c'était, effrayant. Mais j'avais un chien et il venait dormir avec moi, donc il me rassurait. Il escaladait l'échelle? Non, attends, l'échelle était pour Non, aller non, encore au-dessus. c'est pour aller encore au-dessus. Moi, c'est un Ça escalier marche. normal. Mais, J'allais dire, t'as un chien qui vole et tout. Waouh. ouais, mais tu sais, les chiens, ils sont capables de tout faire pour aller voir leur maître, hein.
Hmm. Ils sont capables d'escalader Moi, tout. j'en ai un qui gratte à la porte depuis le début, là. J'ai oublié de faire rentrer tout à l'heure, donc oui, je confirme, ils sont prêts à tout. C'est clair. Bah, c'est pour ça que moi, je laisse toujours Bah, ouvert vas-y le si tu bureau. veux, hein, si tu veux le Non, faire je pense qu'elle rentrer. s'est endormie, j'ai entendu un énorme bruit, je pense qu'elle s'est Ah, ça couchée quand marche. on l'a pris. Oh, trop mignon. C'est quoi, ton chien? Il y en a deux, il y a une Leonberg qui fait 65 kilos et une petite Cavalier King Charles qui fait genre Oh, 8 oui, je kilos, vois. donc ouais, c'est Laurel et Hardy. Mais qu'est-ce qui te Nice. fait peur aujourd'hui maintenant alors, Julien? Qu'est-ce qui me fait peur aujourd'hui? J'en sais rien. J'en sais rien. Non, alors, j'en sais rien parce que, sans m'étaler dessus, je crois que je suis dans une période de ma vie un tout petit peu compliquée. Enfin, il m'est arrivé plein de trucs un peu pas cool, ces derniers temps. C'est un euphémisme. Et en fait, je crois que j'ai pas le recul, tu vois, pour répondre à qu'est-ce qui me fait peur aujourd'hui. C'est-à-dire, je suis tellement la tête dans le guidon en ce moment que je suis absolument incapable de répondre à cette question. Bon, du coup, toi, Maxime, c'est quoi qui te terrorisait quand t'étais enfant? Ce qui te fait peur maintenant? Moi, quand j'étais gamin, bah, c'était, j'ai fait souvent un cauchemar qui était récurrent. J'étais pourchassé par des extraterrestres. Ouais, c'est et j'étais pas vieux, hein, quand je le faisais. Mais le problème, c'est que c'est un cauchemar que j'ai refait, mais je sais pas, 10 fois par an pendant des années, quoi, jusqu'à mon adolescence. Donc du coup, ouais, les extraterrestres quand j'étais gamin, j'en voyais pas, mais j'avais pas très envie d'en voir. Ce qui est complètement débile dans l'absolu. Début de l'adolescence, j'avais besoin justement, comme j'avais plein d'imagination, le moindre bruit. Tu sais, moi, je suis le genre de mec, quand je marche dans un couloir sombre, dans ma tête, tout de suite, je vais commencer à imaginer ce qui pourrait se passer de pire. Et je me dis, si là, tout de suite, dans l'ombre derrière moi, il y a quelque chose qui commençait à se relever et qui se rapprochait, et si cette chose était habitée dans l'ombre et qu'elle était en train de tout doucement, tu vas ouvrir ses bras pour commencer à se rapprocher de moi, et d'un instant à l'autre, je vais la voir autour de moi, je vais le voir d'ailleurs, les ombres, là, tout de suite maintenant. Et je me fais des films comme ça, énormes, mais j'ai toujours été comme ça. Et donc, à l'adolescence, vers 14-15 ans, j'ai commencé à me dire, mais il faut arrêter. Tu vois, tout ça, ça n'existe pas, c'est ma tête, c'est moi, bien sûr. Et donc, j'ai essayé de me confronter à la nature, à la vie, à ce qui faisait peur. Donc, dès que je pouvais, la nuit, je sortais, j'allais en forêt, dans des lieux un peu glauques, j'explorais les égouts, les trucs, pour me montrer, pour me prouver qu'en fait, il n'y avait rien, et qu'il n'y avait pas de monstres, qu'il n'y avait pas de tueurs, qu'il n'y avait pas de trucs tordus. Donc, j'ai essayé d'appréhender mes peurs, en fait, gamin et ado. Et en grandissant, bah, je me suis bien débarrassé de tout ça. Et écrire, je pense, ça fait du bien aussi, tu vois, ça permet d'exorciser Mmh. plein de trucs. Et, et jusqu'à il y a quelques années, je t'aurais dit que j'ai du mal à identifier mes peurs. Euh, je vois pas trop. Mais maintenant, avec le temps, il y a un truc qui est un peu classique, hein, bah, dès que tu as une famille, dès que tu as des enfants, une femme, t'as pas, enfin, tout de suite, tu te mets à avoir peur plus pour toi, en fait. Hmm. Et la peur, elle change d'incarnation. C'est plus t'as plus peur pour toi parce que tu te dis: «Bon, bah, au pire, il peut m'arriver quoi de pire? C'est de mourir. Mais si je meurs», moi, je suis très, enfin, philosophe là-dessus. C'est-à-dire que je serais, si, c'est la chute qui est dure, mais si t'es plus là, t'es plus là. Ce qui est dur, c'est pour ceux qui restent, pas pour toi. Donc du coup, tu te mets à avoir peur pour les autres et pour ceux que t'aimes le plus. Et là, tu te dis: «Ouais, bah, mes enfants, ma femme, j'ai pas envie qu'il leur arrive quoi que ce soit». Et du coup, tu te mets à avoir peur de trucs qui ne sont plus entre tes mains. Et ça, c'est terrible parce que tu peux pas empêcher les gens de vivre d'abord, au contraire. Et tu envie, moi j'ai envie que mes enfants s'éclatent, vivent plein d'expériences. J'ai envie qu'ils voyagent, qu'ils bougent, surtout pas qu'ils soient enfermés dans un cocon avec moi. Et donc ça veut dire accepter, bah, de se dire que cette peur, tu la mets sous une cloche et t'acceptes qu'elle vive sans toi. Et tu la regardes. Et c'est pas facile. Et ça fait partie de la vie. Alors, j'ai une question un peu difficile pour vous. C'est quoi la relation que vous aimeriez pouvoir oublier? La relation. Ouais. Parce que c'est compliqué, parce qu'en même temps, toutes les relations, y compris ce qui a été toxique, destructeur et tout, à un moment, ça nous a quand même construit sur ce qu'on est devenu aujourd'hui. Et moi, j'ai du mal à être dans le. Je me reconnais bien dans ce que dit Julien tout à l'heure. J'ai du mal à être dans la nostalgie, dans la culpabilité, dans les regrets. Je préfère toujours faire les choses à fond.
mais de les assumer, y compris mes conneries, mes erreurs. Donc parce que j'en suis là aujourd'hui, autant à travers enfin grâce aux choses qui étaient cool que les choses qui étaient un peu dures ou voire douloureuses. Donc si tu vires même les relations toxiques et les problèmes et les machins et je te parle pas de uniquement personnel, hein, mais professionnel aussi. En réalité, c'est plein d'éléments dont tu as appris qui t'ont permis de devenir qui tu es aujourd'hui et c'est pas évident, quoi. C'est une histoire d'équilibre, tu vois? On n'est pas que Mmh. construit sur les trucs cool donc je crois pas être totalement en déséquilibre aujourd'hui. J'ai réussi à trouver à peu près, mon équilibre intérieur et c'est grâce à ce mélange de tous ces trucs chelous donc Après, tu peux l'oublier, mais en garder les bienfaits ou ce que ça t'a apporté de positif. mmh, Ou pas forcément totalement oublier, mais genre être plus ouais, bah, apaisé par rapport à ça. Je sais pas. j'ai pas envie de citer quelqu'un parce que je trouve que c'est très, très Oui, dur non, de pour toute façon, non, mais je te parle pas même besoin pas de de dire de citer, nom ou quoi que ce non, non, soit. mais au-delà même d'un Mhm. nom, c'est-à-dire de l'incarner à travers une personne, parce que c'est pas Mm, juste, pour la personne, même si, on a tous croisé des abrutis ou des cons. Non, moi, dans ce cas-là, je vais plus me renvoyer la balle, c'est-à-dire que c'est la relation que j'ai eue avec moi-même à l'adolescence où je m'aimais pas beaucoup heu et voilà je prenais des risques idiots, je faisais des trucs débiles, parce que c'était un moyen à la fois de me faire souffrir mais tu sais, c'est le grand classique de l'adolescent qui est pas bien dans sa peau et qui se cherche et qui se tape dessus, pour se rassurer, pour essayer de trouver un moyen de s'aimer. Donc c'est un peu con, mais heu, donc ouais, ce serait ça, je pense que mais en même temps, c'est à travers cette relation que j'ai eue avec moi-même que j'ai réussi à terme à m'apaiser, à apprendre à aimer des parts de moi-même que j'aimais pas, qui j'étais et me dire: «Bah, en fait non, je suis pas quelqu'un de méchant donc j'ai au moins ça pour moi, et le reste, à moi de faire la paix avec moi avec le temps, quoi». Donc je crois que ce serait ça, mais bon, c'est quelque chose que j'ai pas envie d'oublier non plus parce que c'est de là d'où je viens, tu vois? Donc mais c'est la seule réponse que j'ai. mm. Ça marche. Comme dit les dés sont jetés, c'est très sage. Très habile et très sage. S'il y avait un truc que j'aimerais oublier, que j'aurais aimé que, voilà, que ça fasse pas partie de ma vie. En même temps, je l'ai oublié pendant longtemps. C'est la relation que j'ai eue avec un camarade qui avait quelques années de plus que moi quand j'étais au collège et qui, même chose, je vais pas m'étaler dessus, mais ça a été une expérience assez traumatique qui fait que je l'ai oublié pendant 15 ans quasiment avant que ça ressorte et que je prenne conscience d'à quel point ça m'avait affecté et ça a un peu, c'est un truc que je traîne encore, que j'ai digéré, mais que je traîne encore aujourd'hui, enfin, voilà, qui ressort encore quand je suis chez mon psy et cetera, enfin, tu vois? Ce genre de choses. Donc à la limite, ça effectivement, si je pouvais enfin, si ça pouvait même ne pas être arrivé, ça aurait été cool. Voilà, ça aurait été très, très cool. Voilà, c'est vraiment le seul truc et c'est un peu et en même temps, c'est quelque chose qui m'a finalement aussi totalement construit. C'est-à-dire que je me suis construit tel que je suis, à partir de cet événement-là. Je serais absolument pas le même si ça n'était pas, arrivé ou si je ne m'en souvenais pas. Donc j'aurais pas le même rapport au monde, j'aurais pas le même rapport aux injustices, j'aurais pas le même rapport à plein de choses, en fait. La même compréhension de plein de choses. J'aurais peut-être pas même les mêmes engagements sur le terrain de la justice sociale et cetera, enfin, tu vois? Je serais peut-être plus insouciant, sur certains points, enfin, voilà. Donc en même temps, j'aimerais l'oublier et en même temps, ça fait partie de ma construction. Je Donc t'envoie un gros hug virtuel. merci. Il nous arrive tous des choses Mais il nous arrive tous des choses pas cool, hein, dans la vie, donc c'est pour ça, je m'étale pas dessus ou je vais pas hmm. forcément aller dans le mais il nous arrive tous des choses pas cool dans la vie et après on apprend à vivre avec, c'est ça le truc, puis on a tous des moments faciles, on a tous des moments plus durs, tu vois? Je suis pas, là, c'est vrai que là, j'ai l'air de parler un peu parce que je parle dans un moment qui est un peu compliqué parce que tu sais, c'est ces moments de la vie où tu as l'impression que tu as tout qui te tombe sur le rable en même temps. Tu un truc et puis tu en as un La autre et bonne puis tu en as un morphine. autre et tu te dis: «Putain, allez, oh,
fais une petite pause là. C'est pour Mhm. ça que je disais que j'avais la tête dans le guidon en ce moment. Mais en réalité, on a tous des moments comme ça et après ça va mieux parce qu'on les digère et que ça nous construit. Et je sais que ça nous construit. Donc je sais que ça va me construire aussi. Ça va continuer à me Mhm. On a Altreuse dans le chat qui dit ce qui ne tue pas nous rend plus fort et je déteste cette phrase. Désolée du coup Altreuse, mais vraiment je trouve qu'elle excuse plein de choses horribles et elle force à relativiser, tu vois, genre ah mais m'est arrivé un truc horrible. Bah oui, mais ce qui ne tue pas rend plus fort. Bah non en fait, c'est horrible ce qui m'est arrivé, genre tais-toi. Et je voulais vous dire à tous les deux, enfin c'est hyper cool, je trouve. J'ai l'impression que vous avez un peu l'état d'esprit de oui, mais en même temps, ça m'a apporté des choses positives. Mais ça peut être paraître bateau, mais je pense que c'est quand même légitime en fait. Tu peux vivre un truc qui est hyper traumatisant, douloureux, et te dire bah ok, mais si ça m'était pas arrivé, je serais pas la personne que je suis aujourd'hui, certes, mais ça n'enlève pas en fait à la douleur que vous avez pu ressentir avant. Et c'est vrai que ma question était un peu tricky dans le fait de dire vous aimeriez pouvoir l'oublier. Peut-être j'aurais dû dire plus genre apaiser la douleur que ça vous a apporté et pas forcément ce que ça a pu vous apporter de positif. Mais clairement, je pense que ça... Enfin, toute C'est la, douleur et toute souffrance est légitime, même si ça vous a apporté quelque chose de positif et même si ça vous a construit. enfin, tu vois, c'est le principe d'essayer de donner un sens à quelque chose qui n'en a pas. Et comme tu le dis, ça n'excuse Mm. pas. Il y a toute forme de traumatisme. Je veux dire, dans ce qu'on dit, tu peux pas dire à quelqu'un, je prends des exemples extrêmes, mais hélas vrai, à quelqu'un qui a subi des violences abominables dans son enfance, tu peux pas Mm. lui dire et il te dira pas je regrette pas, ça m'a construit, Mm. c'est pas vrai. Aucun enfant, mais même un adulte qui se ferait, voilà, non, c'est pas vrai. C'est dévastateur, c'est destructeur. Mais le problème, c'est qu'à un moment, tu refais pas la vie et Ouais, bah que clairement. ouais, entre continuer à vivre avec ce trauma, cet épisode euh, dramatique de son existence et ne rien en faire et te le planquer. Tu vois, tout, c'est déjà tellement lourd à porter qu'il faut au moins trouver parfois un moment de te dire bah, soit je l'ai mis dans une boîte, soit j'ai fait ce qu'il fallait pour l'affronter autrement, pour la justice que tu veux. Enfin, voilà. Et puis parfois aussi, c'est de se dire bah, de toute manière, euh, je vais essayer de donner. Enfin, il n'y aura pas de sens parce que ça n'en a pas. Mais je vais essayer de moi de trouver une force de mettre des mots et de mettre un pour moi à ce que je suis devenu suite à ça. Et ça n'enlèvera rien au trauma, au fait que ça s'est produit tout. Et parce qu'en fait, on peut pas reconstruire, déconstruire et on peut pas oublier, effacer et que parfois, on le sait, enfin, je veux dire, tu vois, un psy te dira toujours: «Bah non, vous allez oublier», Julien en parlait tout à l'heure, des Mmh. épisodes traumatiques que tu oublies, mais en réalité, à un moment, c'est le terme bien est pas bien choisi, mais parfois c'est hélas nécessaire de ne pas oublier de se souvenir. Mm. Parce que ce que tu oublies parfois peut aussi pourrir, ça dépend. Enfin, on va pas faire de la psychologie à 2 balles et je suis pas légitime pour le faire et j'ai pas les compétences, mais voilà, c'est juste pour rebondir sur ce que tu dis, je pense qu'on cherche pas à légitimer d'aucune manière, enfin à atténuer, la portée traumatique de certains événements, mais dans l'idée de moments de relation qui auraient pu être, toxiques, voire dévastatrices. Une fois que les choses sont faites, il faut parfois, se dire: «Bah, qu'est-ce que je peux en faire?» parce que ça a existé, je peux pas donc je vais pas me contenter de tourner en rond autour de ça ou Mm. de le nier et cetera. C'est un peu ce que je disais quand je disais que ça m'avait construit, que Ouais, ouais, c'est ça. ça m'avait amené là où je suis aujourd'hui et dans les préoccupations dans lesquelles je suis. C'est-à-dire que au final, c'est soit en fait dans ces moments-là, soit je me morfonds dans ce que j'ai vécu et je m'enfonce en fait, soit comme il y a pas de sens à ce qui s'est passé, j'y mets du sens, Mmh. mon propre sens. Et mon propre sens, c'est de me dire que ça m'a ouvert sur des choses quand même, ça m'a permis de comprendre des choses aussi, ça enfin, tu vois? Truc où je préfère, aujourd'hui voir ce que ça m'a positivement amené à conceptualiser dans ma vie, plutôt que, ce que ça que la manière dont ça a pu m'enfoncer pendant un certain temps. D'autant plus que ça m'enfonce plus de la même manière. Enfin, c'est quelque chose qui est présent, tu vois? C'est un trauma qui est présent et ça fait quand même, écho à la manière dont, dont je me perçois, dont toutes ces choses-là. Mais, il n'empêche que c'est quelque chose
qui m'a aussi apporté des choses, en tout cas qui m'a permis de m'ouvrir sur des choses. Et je trouve que mettre le doigt sur ce que ça m'apporte et ce que ça fait de moi et ce dont je suis fier chez moi, en fait, dans ce que ça a amené, c'est vachement plus important finalement que de me dire oh mon Dieu, c'était horrible. Oui, c'était Ouais, horrible, ouais. Hmm. mais Non, Tu mais peux c'était au c'est moins cool. avoir une Tu fierté. tu t'auto-tires vers le haut, finalement. exactement. Ouais, voilà. Tu peux Mais, avoir mais une par fierté contre, dans la réponse que tu y as apportée, quoi. exactement. Et par contre, c'est quelque chose que je dois faire moi-même. C'est-à-dire que c'est quelque chose que je ne demande pas aux autres. C'est-à-dire que autant je considère que je peux dire sur cet événement-là, ce qui ne me tue pas ne me rend plus fort, mais je n'accepterai pas qu'on me dise ce qui ne te tue pas ne te rend plus fort, te rend plus fort. Ouais, je vois Parce ce que que tu c'est veux pas dire. la même chose. Tu vois? Mm, mm. Tel, Ouais, c'est en vraiment. fait, le fait de le dire à quelqu'un, il y a un côté tu imposes en fait, genre maintenant tu vas en faire quelque chose. Exactement. Alors que non, ça doit venir de toi. Exactement. Je suis complètement d'accord avec ça. C'était quand la dernière fois que vous avez pleuré? J'écris des trucs flippants, mais je suis en fait. Ouais, moi, je pleure devant une pub, hein. Ah oui. Ah ouais, non, non. Ah ouais, non, moi, tu mets un film un peu. Moi, je suis toi devant un film. Hmm. Enfin, non, c'est pas tout à fait vrai, parce que je suis très impassible devant la plupart des films, genre films d'horreur et tout, j'adore ça, mais je bronche pas. Mais par Hmm. contre, tu me dis un truc, moi, Titanic, je connais la fin, mais à la fin, tout va bien, j'ai juste une poussière dans l'œil. Mais me parle plus, s'il te plaît. Arrête de couper des oignons devant moi, s'il te plaît. Pendant qu'on regarde Titanic. Ouais, donc avoir la larme à l'œil. Si ma femme l'autre jour m'a raconté une émission qu'elle venait de faire qui était hyper forte, qui m'a vraiment ému. Et je l'ai même pas vue, c'est-à-dire que c'est ce qu'elle me racontait. C'était quoi du coup, l'émission? C'était une émission sur des jeunes qui n'est pas encore diffusée là, si je me trompe pas, parce que c'était la semaine dernière enregistrement. Sur des jeunes qui se sont retrouvés, enfin qui sont en ce moment dans la rue pour des tas d'histoires personnelles. Tu te dis comment c'est possible, enfin tu n'as pas envie de laisser les choses faire, tu as envie de faire quelque chose, tu as envie de leur trouver un job, tu as envie de leur trouver. Et tu dis le problème c'est que si tu peux pas le faire, et pourquoi tu le ferais avec 3 là et pas 3 autres, et puis pas d'autres, et puis 20 autres. Et l'histoire est tellement forte que ça te prend là, tu as les larmes aux yeux, t'es pas bien quoi. Et tu te dis mais parce que c'est vrai, parce que c'est juste à côté de toi, parce que c'est quelqu'un qui est de l'autre côté d'un mur, au bout d'un couloir, que tu pourrais essayer de foncer, courir pour le prendre dans ses bras et te dire comment je peux t'aider quoi. Et ouais, ça c'est dur. Je pense que j'aurais La chialé femme aussi. vraiment bien les histoires, donc quand elle te raconte le truc, tu le sens quoi. Hmm. Non, mais c'est un peu pareil en fait. C'est-à-dire que j'ai la larmichette facile devant les films ou devant les téléfilms. Après, ça dépend dans quel état je suis aussi psychologique, etc. Il y a une période, alors j'étais beaucoup plus jeune, hein, c'était dans mes 20 ans, fin de vingtaine, où c'était un peu compliqué et j'étais pas bien et j'arrivais à pleurer devant les films de TF1 de Noël, si tu veux. Donc effectivement, on en était à ce niveau-là. Mais oui, non, j'ai la larmichette assez facile. Après, les vraies larmes de tristesse, très clairement, moi, c'était fin août et c'était à l'enterrement de mon père qui est mort là, à la fin de l'été. Et, Ouais, je suis désolé. et là, clairement, et pour la première fois de ma vie, ce jour-là, j'ai su ce que c'était que d'avoir les jambes qui se dérobent pendant que je faisais l'éloge funèbre. Je suis pas C'est tombé, mais j'ai c'est le senti discours? que. Ouais. Ok. Et je suis pas tombé, mais j'ai senti que mes jambes étaient en train de lâcher. Et là, clairement, ouais. Bon. Ah la vache. D'autant plus que mon père était quelqu'un d'extrêmement important dans ma vie, donc Mm. effectivement, c'était compliqué. Là, c'était mes vraies dernières larmes. Après, pour moi, c'est de la larmichette. C'est des petites. Tu vois. Ouais. Et c'était... Enfin, j'ai une question complètement con, mais c'était plus fort du coup le fait d'être à l'enterrement que quand tu l'as appris? Quand tu l'apprends, t'es sous le choc, en fait. Enfin, nous, on s'y attendait. Mon père avait un cancer, hein. Donc, il Mm. était à l'hôpital depuis un certain temps. On savait que ça allait arriver. Et quand tu l'apprends, tu es sous le choc. Mm. C'est dur, mais tu as une espèce de truc où tu tiens. Mais en fait, c'est pas l'enterrement en soi, c'est l'éloge funèbre. C'est-à-dire que dans l'éloge funèbre, tu dis ce que tu ressens. Mm. Tu dis ce que tu ressentais j'ai dit ce que je ressentais pour lui, j'ai dit ce qu'il représentait pour moi, etc. Et en fait, c'est ça
qui m'a fait pleurer. C'est pas la mort en soi, c'est ce qu'il représentait, ce que j'ai perdu du coup, et à quel point il a été important dans ma vie, à quel point il a été fondateur dans ma vie, à quel point, j'étais fier de lui, quoi. Terriblement fier de lui. Parce que c'était un combattant. Il a dédié sa vie, à son syndicat, heu il s'est battu pour les gens toute sa vie, pour que les gens aient une meilleure vie, il s'est battu, il est, il a travaillé avec, des mutuelles, la mutuelle de l'Isère et cetera. Enfin bref, il a été greffier au tribunal, des affaires sociales, de la ville. Enfin, tu vois? C'était un truc où, il était avec les gens tout le temps, quoi. Et voilà. Et c'est ce moment-là, en fait, c'est-à-dire que ce moment où tu exprimes les choses, forcément les larmes, ça part. Et après, en tout cas pour moi, en tout cas après l'avant, donc le moment où tu découvres et puis l'après, le moment où tu gères toute la succession, tous les trucs, administratifs, ben, tu es en pilote automatique. C'est-à-dire que tu te déconnectes complètement, heu, très clairement. Je suis même pas actuellement, par exemple, je suis même pas en phase de deuil, je suis juste en phase de gestion, tu vois? Je gère, la succession, le notaire, le machin, l'inventaire de la maison parce qu'il faut faire l'inventaire de la maison, les impôts parce qu'il va falloir payer des frais parce que je vais pas virer ma mère de la maison donc du coup, comme je deviens copropriétaire de la maison, enfin bon, tu vois le truc, à la con, quoi. Et mais le moment de l'éloge, c'est un truc, T'as des frères et sœurs? submergent. Non, non, je Ouais. suis, tout seul avec, ma mère là actuellement. Ah, donc en Écoute, plus, t'as tout beaucoup, ouais. le truc Mmh. qui repose sur vos épaules à vous C'est deux, ça, quoi. c'est ça. Bah, je te souhaite du courage parce que c'est sûr que c'est pas le moment le plus simple Non, c'est pas le moment le plus évident, merci. Mais ça va, hein, ça va aller. Il y a pas enfin, je veux dire, c'est pas, je suis pas en train de me dire, «Oh mon Dieu, c'est terrible et je vais m'écrouler par terre». Tu vois? C'est un peu, mon père, c'était une force aussi et c'est ce qui m'a transmis aussi, tu vois? C'est ce côté, il faut de la force, il faut gérer les choses, il faut continuer sa vie et puis, vivre sa vie surtout. C'est ça qui est important. C'est beau ce que tu dis. Ouais, belle parole. Merci à toi. Merci à vous deux. C'est extrêmement frustrant de devoir s'arrêter là. Du coup, j'ai encore envie de vous poser plein de questions et c'était vraiment un chouette moment. Et du coup, ben, bonne soirée. J'ai l'impression d'arrêter une soirée en plein moment, genre en plein milieu, genre bon allez, il faut que j'y aille, salut. Non, mais vraiment, merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté mon invitation et d'avoir répondu à mes questions. C'était pas toujours évident, c'était vraiment hyper cool. Merci aussi vous sur le chat d'avoir participé. J'ai pas pu tout lire, mais j'ai vu passer des réponses et des témoignages et des histoires vraiment chouettes et des fois vraiment tristes. Mais en tout cas, merci de les avoir partagés avec nous. Si jamais vous êtes en train de découvrir cet épisode, cette émission sur Twitch ou sur YouTube, sachez qu'il y en a d'autres. Ça fait bientôt 1 an que l'émission a vu le jour, donc n'hésitez pas à aller voir les épisodes précédents. Et puis n'hésitez pas à revenir la semaine prochaine, parce qu'il y a un épisode toutes les semaines avec des invités différents, même si je vous réinviterai bien la semaine prochaine. Et puis bah, bonne soirée à tous les deux. Et allez voir Roland Play, c'est super. Oui. Et Maxime, ton prochain livre, il sort en 2022, c'est ça? Je sais pas. Tu sais pas? Ok. Ça marche. Par contre, il est prêt. Non, ouais, Stay tuned. exactement. Il sortira quand il sera fini. Il n'est pas encore fini. Mais oui, l'année D'accord. prochaine. Ça marche. J'ai cru voir quelqu'un qui l'annonçait dans le chat et j'ai cru que c'était Non, officiel. c'est l'année prochaine. c'est l'année My bad. prochaine. Je sais pas encore quand, mais c'est l'année prochaine. Merci beaucoup, c'était Ça super. marche. Super moment. Toujours Merci un à plaisir toi. de discuter avec Julien et très heureux d'avoir fait ta connaissance, Fanny. C'était une super soirée. Le plaisir Merci est à pour vous, moi. portez-vous bien. Salut, bonne soirée. Ciao. Ciao.